Let's go! Bonjour, bonjour à tous. C'est parti. J'ai décidé de lancer comme ça, petite info quest. Je vais baisser un peu la musique et c'est parti. Alors aujourd'hui, petit sujet sur les mangas. Petit sujet sur les mangas et je vais changer la scène. Bonjour. Euh, alors je vous montre ça tout de suite. On est parti. Normalement, on devrait pouvoir y arriver. Tac. Est-ce que ça s'affiche? C'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut. Et normalement, si je vous mets ça, ça devrait être pas mal là. Alors, je vérifie un petit truc pour que vous puissiez voir tout comme il faut. Hop là. On va refaire la capture de fenêtre parce que visiblement ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien, je ne sais pas pourquoi. Alors, bon, en gros, de toute façon, aujourd'hui, on va parler de l'histoire des mangas. Euh, Pas mal de petites vidéos, de petits articles à voir, comment ça s'est développé tout ça. Euh, Moi, personnellement, alors, je lis des mangas, bien sûr. Hein, je m'intéresse un peu au sujet. Euh, Tac, voilà. Je m'intéresse un peu au sujet, mais c'est vrai que ah ok, c'est bon, tout va bien. Normalement, vous voyez là maintenant, hop, ce qu'il faut, voilà. Donc l'idée, c'est que on va regarder un petit peu hop là, je coupe la zik. On va regarder un petit peu des vidéos sur le sujet. J'ai fait comme d'hab une petite présélection hein, de tout ça là. Euh, les sources, voilà. Des petites vidéos, des petits articles. On va regarder ça tranquillement. Comme d'hab, on a plus de sources que ce qu'on regardera probablement. Et puis en même temps, principe de l'InfoQuest, c'est de prendre des notes, donc de se faire une petite prise de notes en même temps sur le sujet du jour. Alors, aussi, autre principe de l'InfoQuest, c'est qu'on fait toujours un petit quiz à la fin. On crée un quiz sur ce qu'on a vu pour essayer de retenir les infos. Et la dernière fois, la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'était une séance, une session sur le multilinguisme, l'apprentissage des langues. Et donc moi, je vous propose de faire le petit quiz, de refaire le petit quiz pour voir ce qu'on a appris la dernière fois. Alors, la dernière fois, on avait un certain nombre de questions sur euh, sur tout simplement. Attendez, hop, je vais essayer de désélectionner le truc pour que ça fonctionne. Voilà. Euh, donc sur le multilinguisme, les polyglottes, comment ça fonctionne, etc. On a vu aussi les pistes pour apprendre les langues plus rapidement. Donc je m'étais fait 5 questions par rapport à tout ce qu'on avait appris. Et voilà, question, combien est-ce qu'il faut avoir de mots? Première question, on avait 5 questions. Combien faut-il avoir de mots pour avoir... combien de mots faut-il, je vais y arriver, pour avoir une conversation élémentaire basique dans une langue? Moi je crois que c'était 100 mots. Voilà, environ 100 mots. Donc là, tac, j'ai la bonne réponse. J'ai bien retenu l'info. Quels sont les infos liés au fait, quels avantages liés au fait de parler plusieurs langues? Les avantages liés au fait de parler plusieurs langues. Hop là, attendez, je vois un petit bug d'affichage là. Tac, on enlève tout de suite. Quels sont les avantages liés au fait de parler plusieurs langues? Ça sert à quoi de parler plusieurs langues? Eh bien, au niveau du cerveau, ça a des effets sur la flexibilité mentale. Alors, il y avait plein de trucs en fait. Euh, Ça protège contre le vieillissement parce que c'est un entraînement cognitif comme un autre. Ça développe les connexions et la flexibilité, l'adaptabilité et donc la créativité aussi. Voilà. Ah, il y a les opportunités aussi. Bon. Ok. Ok. Bon, on va dire que j'avais pas tout. Hein. Quelle partie de la population mondiale est considérée comme bilingue? Quelle proportion? Je crois que c'est 30%, un truc comme ça, non? Non, même plus que ça. 40%. Parce que bilingue, c'est à tous les niveaux, quel que soit le niveau. Attendez, c'est même pas, est-ce que ce serait pas même 60? Je crois que c'est 60%. 60%. Voilà. Environ 60 parce que c'est n'importe quel niveau. C'est genre, vous connaissez quelques mots dans une langue, vous savez
dire quelques phrases, voilà. Donc ça c'est bon. Après, si on parle bilingue fluent, parfaitement, voilà, qui peut s'exprimer à tous les niveaux, etc., vraiment tenir des conversations avancées, c'est pas de la même proportion. Pouvez-vous donner 3 exemples de techniques pour apprendre des langues? 3 exemples de techniques. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Les techniques pour apprendre des langues. Voilà, vraiment, là, je sais pas trop. Ah oui, d'accord, des apprentissages. Ah oui, d'accord, des techniques de mémorisation, etc. En général. Rendre l'apprentissage ludique, ok, comme n'importe quel apprentissage. Consommer du contenu culturel, parler régulièrement, écrire, produire en fait. C'est le côté passif et le côté réceptif et le côté productif. J'écoute et je lis, et le côté productif, je parle et j'écris. Ok, noter le vocabulaire et les règles au fur et à mesure qu'on les entend. Utiliser des applications d'apprentissage des langues, ouais, y consacrer suffisamment de temps. Plusieurs heures par semaine. Ok, donc là, j'avais pas. Hein. Est-ce qu'être bilingue signifie qu'on maîtrise parfaitement l'autre langue? Non, pas du tout. Ok. Bon, bah, j'avais 4 sur 5 à la fin de la session la dernière fois, là j'ai 3 sur 5. Voilà, donc c'est un peu le principe. On regarde des vidéos, moi je fais le sourcing, on regarde des vidéos, on lit des articles, on prend des notes, on fait une mind map, à la fin on crée un petit quiz. Je me quiz la tronche à la fin avec vous, et puis ensuite on finit la session, et la fois d'après, on reprend sur le sujet d'avant, juste le quiz, et on passe au nouveau sujet. J'y vais au fur et à mesure, je ne sais pas quel sera le prochain sujet, mais en tout cas, là on a pas mal de sources. Alors, première vidéo, la brève histoire du manga. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Je vérifie que vous entendez bien. Oh oui, ok. L'histoire du manga. Hop, attendez. Parce que si je change pas de scène, vous allez rien voir. Eh ouais, c'est parti. Revenons à l'Eredo qui se situe entre 1600 et 1868. À ce moment-là, c'est pas la méga forme pour le Japon. Elle connaît la famine entre 1755 et 1787 et la révolte d'Osaka en 1837. En 1636, il y a aussi un décret qui interdit aux Japonais d'immigrer et en 1855 a lieu un tremblement de terre à Tokyo. Bref, c'est pas la meilleure des ambiances. Et au milieu de cette époque va vivre un grand homme du nom de Hokusai. C'est un peintre japonais vivant à Edo ayant réalisé beaucoup d'estampes célèbres comme par exemple le lac Suwa, le pêcheur de Kaiji Kazawa ou encore la plus célèbre, la vague de Kanagawa. D'ailleurs si vous ne le saviez pas, cette œuvre a inspiré le logo de Quicksilver. En 1814, Hokusai dessine des séries de croquis de scènes de la vie quotidienne et les regroupe dans un livre qu'il nommera Hokusai Manga. L'ensemble représentant quand même à peu près 4000 dessins sur 900 pages. Il en publiera 15 volumes, ces livres le feront connaître dans tout le Japon. Le terme manga, il désigne non pas une bande dessinée bien évidemment, mais simplement le fait que les dessins soient présentés sans un ordre, sans un classement bien précis. Donc ce sont des dessins en désordre. Et en même temps fera connaître à l'Occident le mot manga, qui signifie image légère. Et là, ça fonctionne aussi, c'est bon. Ah, désolé, hein, il y a un petit bug de connexion, donc je referai au replay, je remettrai les trucs dans l'ordre. Alors, on reprend. Donc, Hokusai, je pense que tout le côté vidéo n'a pas été pris en compte de la première vidéo. Enfin, tout ce que j'ai fait sur la mind map, vous ne l'avez pas entendu. Donc, j'ai réorganisé un petit peu les choses là. Voilà, sur la chronologie, j'ai commencé à prendre des notes. On reprend sur cette deuxième vidéo. Et donc là, on revient sur Hokusai au 19e siècle, le peintre, hein, la fameuse vague d'Hokusai. Qu'il publie Voilà. de 1814 à 1834, nommé Hokusai Manga. Cela signifie-t-il que le manga a été inventé avant la bande dessinée qui a été créée dans les années 30 par Teuffer? Non, bien sûr, ça n'aurait pas beaucoup de sens. À ce moment-là, manga ne désignait pas la BD japonaise, car du coup la BD elle-même n'existait pas, et surtout parce que ces caricatures n'étaient pas des images juxtaposées en séquence, l'essence même du 9e art. En revanche, les travaux de Hokusai se révèlent très intéressants, car ces carnets de croquis s'inscrivent dans la continuité des estampes japonaises et des emakimono, rouleau peint en français.
Les emakimono apparaissent au 8e siècle et deviennent un moyen de communication à part entière dès le 10e siècle, avant d'atteindre leur âge d'or au 12e et 13e siècle. Ces Ok. rouleaux peuvent être considérés comme des ancêtres directs des mangas, car ils mêlent calligraphie et illustration. Leur style narratif est également très proche des livres puisque les lecteurs devaient progressivement le dérouler afin de découvrir son histoire. Livre Les illustré. emakimono sont donc la preuve de l'importance qu'avaient les arts picturaux au Japon à l'époque, Ouais. et surtout que les images et les mots étaient associés naturellement. D'ailleurs, la popularité des rouleaux peints s'est étendue à toutes les classes sociales. Leur impact culturel explique donc peut-être pourquoi la bande dessinée s'est ancrée dans le paysage culturel japonais beaucoup Ok. plus rapidement et facilement qu'aux États-Unis et en Europe. À partir du XVIIe siècle, ce sont les ukiyo-e, images du monde flottant, qui vont déferler sur le pays. Le terme ukiyo-e désigne en fait un mouvement artistique qui a principalement engendré les célèbres estampes gravées sur bois. Reproduisant les plaisirs éphémères de la vie, ces gravures vont Ok, on essaie d'avancer un petit peu. le Japon Pardon. se rapproche ensuite un peu plus du manga en 1861. Cette année-là, le Britannique Charles Wirgman s'installe à Yokohama, où il 1861. commence la publication du mensuel satirique Japan Punch dès l'année suivante. Le magazine va alors publier de nombreuses parodies et caricatures, et le style occidental de Wirgman va progressivement influencer les dessinateurs japonais. En 1902 apparaît enfin la première bande dessinée dans un supplément du quotidien Puck. Créé par Rakuten Kitazawa, le monsieur est donc considéré comme le papa du manga moderne, et il est d'ailleurs le premier à utiliser le terme manga dans le sens que nous utilisons encore aujourd'hui. Kitazawa lance ensuite Tokyo Puck en 1905, son propre mensuel dédié aux dessinateurs japonais. Quelques années plus tard, l'éditeur Kodansha publie le premier magazine de prépublication, Shonen Club en 1914. Il est ensuite rejoint par son équivalent féminin, Shoujo Club en 1923. Shonen Club en 1914. Donc en 1914, on a le Shonen Club déjà. 1914 et tac, et 1923, on a Shoujo Club. Donc hop, Shonen Club, je note en même temps, hein, Shonen Club et Shoujo Club. Ok, c'est parti, on continue. L'une des vedettes du Shonen Club est le chien troufion Norakuro de Suiyo Tagawa. À cette époque, nous sommes alors très proches des mangas modernes. Cependant, on peut remarquer que le style est encore très théâtral. En effet, les cadrages restent très conventionnels, comme si on regardait des acteurs sur scène. À ce moment-là, la BD japonaise n'a pas encore été influencée par les techniques du cinéma. L'élan du manga va malheureusement être coupé dès 1937 afin de servir l'effort de guerre. Les personnages tels que Norakuro vont alors être utilisés pour une propagande de plus en plus agressive, surtout Ah oui, après d'accord. Pearl Harbor, et les magazines vont maigrir à vue d'œil à cause des pénuries dues au conflit. Ambiance. Ambiance En bizarre. 1945, le général américain MacArthur est chargé de la reconstruction du Japon. Son arrivée est synonyme d'ouverture vers l'extérieur pour le Japon. Le pays est alors inondé de productions culturelles américaines, notamment de films Disney et de comic books. Ah oui, les Cette comics, océan culturel c'est les va années alors 30. inonder et inspirer une nouvelle Pardon pour la génération. scène. Et c'est à cette génération qu'appartient Reviens l'homme à dessus. qui on doit le manga moderne. Celui sans qui le manga n'aurait probablement jamais évolué aussi vite et connu un tel Et rayonnement donc- international. Celui qui a inspiré les générations suivantes, Osamu Tezuka, manga no Kami-sama, rien de moins que le dieu du manga. Et je peux vous dire que ce surnom est loin d'être exagéré. C'est impressionnant de Le dieu constater du comment manga. un seul homme a pu influencer et faire évoluer un art aussi vite et aussi durablement dans le temps. Si vous aimez un tant soit peu les mangas et que ce nom ne vous dit rien, lire du Tezuka est désormais votre priorité numéro 1. Ah, Pour vous donner un d'accord. aperçu du bonhomme, Tezuka est publié pour la première fois en 1947 avec la nouvelle île au trésor. Il n'est alors âgé que de 19 ans et enchaîne rapidement avec Metropolis, le roi Léo et Astro notamment. Après, Pas c'est un, mal Oui, surtout quand on sait c'est qu'en un- parallèle il suit des c'est un peu études de daté. médecine. Enfin, c'est. Lorsqu'il publie Astro en 1952, il s'occupe simultanément de 7 autres séries et obtient finalement son diplôme de médecine. Et le Particulier, meilleur dans tout quand ça, même. c'est que ce n'est que le début. En tout, il dessine plus de 150 000 En pages. tout cas, moi, au cours je de sa trouve, hein, carrière. Astro, Pour vous Léo donner et un tout ça. ordre d'idée, Oda, avec plus de 900 chapitres de One Piece, est à peine à 10% du nombre de... Tiens, d'ailleurs, c'est pas sur Netflix qu'il y a une. C'est quoi, c'est Neptune, c'est ça? Le film qui est un préquel d'Astro. Attendez, je regarde. Préquel. Astro Boy. C'est Neptune, c'est ça, non? Neptune. Atom? Non, c'est pas ça, je sais plus. Astro Boy, Netflix. Attendez, je vais regarder parce que je sais plus. C'est vrai que je l'avais mis dans ma liste. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, Pluto. Pluto, ouais, Pluto, c'est ça. C'est un préquel inspiré de l'arc narratif d'Astro Boy. En fait, c'est juste pas un préquel, c'est juste que c'est la vision du flic, c'est ça. Hein. Et qui est inspiré d'eux. Donc voilà, c'était ça. C'est avant Astro Boy et tout. Je sais pas si c'est sorti d'ailleurs. À voir, en tout cas, bref. Voilà.
de planches de Tezuka. Il arrive ainsi à plus de 700 volumes lorsqu'il décède prématurément d'un cancer à 60 ans. Il laisse derrière lui un héritage inégalé et de nombreuses techniques qui ont révolutionné son art, pour beaucoup inspiré du cinéma. On note par exemple les fameux yeux de Bambi, un nom pas anodin puisque Tezuka s'est bel et bien inspiré du style graphique du Disney, qu'il a vu pas moins de 80 fois. Ah oui, d'accord. Tezuka inaugure donc une nouvelle voie pour la BD japonaise. Ok, donc ça c'est bon. En Ensuite, 1957, Yoshihiro Tatsumi lance un nouveau genre qu'il nomme Gekiga pour image dramatique. Le genre va connaître un succès fulgurant. Si le manga était souvent cantonné au divertissement pour enfants, le Gekiga va permettre d'ouvrir la voie à une BD plus adulte et plus noire. Nous sommes en face de l'ancêtre des seinen. En 1968, c'est au tour du désormais célèbre Weekly Shonen Jump de paraître pour la première fois. En quelques décennies, le marché du manga explose avec la démultiplication des éditeurs et de leurs magazines de prépublication, permettant à de nombreux auteurs de marquer l'histoire avec leur création. Ainsi, les lecteurs découvrent entre autres Takao Saito, papa de Golgo 13, Hideko Mizuno, pionnière du shoujo, Shotaro Ishinomori, disciple de Tezuka qualifié de roi du manga et inventeur du tokusatsu, Gonagai avec Mazinger Z et Devilman, Eiji Matsumoto et son univers de space opera, Rumiko Takahashi, maman notamment de Ranma 1/2, ou encore Katsuhiro Otomo et son Akira. Au début des années 80, le marché est toujours en pleine expansion. C'est là qu'arrivent deux séries qui vont changer à vie le genre du Neketsu. Dragon Ball de Akira Toriyama en 1984 et JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki en 1987. Dragon Ball se positionne plutôt sur de la baston pure avec un univers loufoque. considère que c'est Dragon Ball et Dragon Ball, oui, mais que la licence la plus lucrative devant que Jojo aussi, c'est JoJo's quant à elle se positionne ça plus sur influence des pas mal de combats beaucoup choses. plus psychologiques. En revanche, la France a beaucoup moins entendu parler de la série. Ah oui. La faute notamment à Gélu qui a très peu communiqué sur la série à l'époque de sa traduction. Ah, c'est Pourtant, Gélu JoJo's qui l'a a inspiré publié. de Oh la nombreux vache. auteurs, notamment Togashi. Jojo. Les années 90 marquent ensuite ce qu'on pourrait appeler. Et puis il n'y a pas eu d'animé, surtout avant les années Tirage 2000. également des sommets. La fin de cette Ça- décennie voit d'ailleurs successivement apparaître Yu-Gi-Oh, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece Sûr. et Bleach, les fers de lance du Neketsu et même du manga à l'international. Aujourd'hui, beaucoup de ces séries se sont achevées, mais une nouvelle génération est prête à prendre le relais. En tête, on retrouve Horikoshi avec My Hero Academia, Alors, Tabata et Neketsu, Black Clover, évidemment. ou encore The Promised Neverland de Shirai et Demitsu. Bien évidemment, ces deux dernières années ne se résument pas au Neketsu, bien au contraire. Elle date de quand, la Les vidéo dernières décennies sont placées sous le signe de la diversification, aussi bien en matière 4 d'offres ans, que de ok. demande. Les éditeurs ont 2019. proposé de plus en plus de magazines spécialisés et les lecteurs ont continué de dévorer toujours plus d'histoires. Ok, donc Le manga a là- subi un long processus d'évolution pour arriver au sens moderne que l'on connaît. À la fin du XVIIIe siècle, le terme désigne. Pour vous parler de manga, donc ma partie que vous venez de voir se consacrer apparaîtra à la caméra. Je pense qu'on Ok, une vidéo aussi. très bien, merci. On va, je pense qu'on va switcher sur un petit article pour en avoir un peu plus. Alors, les origines du manga. Let's go, c'est parti. Les origines du manga. Alors, tac. Bande dessinée japonaise sous la forme d'un roman illustré avec un style graphique unique en son genre. Le premier manga tel qu'on le connaît date de 1902. Ok. Popularisé par Hokusai, et on commence à voir le truc, légendaire maître de l'estampe. Le manga désigne des esquisses rapides avant de devenir l'utilisation, par extension un terme utilisé pour qualifier les dessins ou les films d'animation de style japonais. Désormais, il représente plus communément les bandes dessinées de manière générale. Ouais, patrimoine artistique d'exception au Japon, découvrir les origines du manga. Ok, qu'est-ce qu'un manga? Alors, manga est un mot composé de deux kanji. Ah, voilà, on a un peu les éléments. Donc, deux kanji, man qui signifie divertissant, exagéré, et ga, qui signifie par dessin et image. Ok, donc c'est mon. Man. Attendez, je vais me décaler pour que ça soit plus simple d'écrire sans taper dans le câble du micro pour éviter les déconnexions, bien sûr, parce que là, tout à l'heure, c'était un peu la cata. Alors, manga. Donc, man, ça veut dire quoi, man? Ça veut dire... on a dit quoi? Divertissant? Divertissant, exagéré. Et ga, qui veut dire... Enfin, l'idéogramme, en tout cas, le kanji veut dire dessin. Voilà, donc dessin exagéré, quoi, en gros. Let's go, man, ega, right. Hop là. Ok. Bon, je peaufinerai la map après, hein, parce que là, ça devient un peu compliqué de tout faire en même temps. Je ne suis pas capable de tout faire à la fois. Alors, le manga représente des codes graphiques particuliers, comme l'utilisation du noir et blanc et des cases. Ah oui, ça c'est important. Style graphique, c'est
noir et blanc. Noir et blanc. Et ça, c'est très important. On a aussi des catégories de manga. On a les catégories. On a le Kodomo, c'est pour les enfants. On a le shonen adolescent. Le shoujo, c'est plutôt jeune fille, amitié, amour, quoi. Jeune fille, amitié, amour. Un peu le côté tranche de vie aussi dans les shoujo qu'on a souvent, mais... ensuite, le seinen. Le seinen, c'est plutôt pour sujet plus réaliste, plus sombre ou réaliste. Ok. Alors, ok. Josei, c'est la version féminine. Je connaissais pas le terme par contre. Version féminine du seinen. Ok. Et bien sûr, parce qu'il fallait en parler, le hentai, c'est le manga porno, en fait, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Les origines du manga. Le manga puise ses origines dans les emaki, rouleaux narratifs illustrés. Alors ça, je ne l'avais pas noté, justement, on va le noter. 12e siècle, 8e siècle, ah oui, d'accord. 8e siècle, donc le 8e siècle, les emaki, c'est-à-dire des rouleaux narratifs illustrés. Et les livres d'estampes ukiyo-e de l'époque Edo. Hop, ok. Donc ça c'est l'époque Edo, c'est 12e je crois jusqu'au 16e, un truc comme ça. Bref, donc comme j'ai pas les dates, on va éviter de noter ça. Ok, la grande vague de Kanagawa, bien sûr, carnet de croquis, donc ça on a vu déjà. À la fin de la politique des Allemands, début de modernisation avec l'ère Meiji, effectivement, au 19e siècle. Et le premier véritable manga date de 1902. Est-ce que j'avais noté la date? Oui, voilà. De Kitazawa Rakuten, qui fait le premier manga. Ensuite, on a Tokyo Puck, qui est inspiré... je l'avais noté dans l'histoire de... attendez. Où est-ce que j'ai noté ça? Il est où le gars là? J'avais noté un truc avec un type, je sais plus comment il s'appelait là, le... Bref, oui, je sais que c'est quelque part. En tout cas, j'avais noté ça. Bref, ok. Bon. Tokyo Puck. Kitazawa fut considéré comme un des pères du manga, ok. Donc c'est issu de la presse écrite. Alors, évolution du manga au Japon. Dans les années 40, utilisé à la fin de propagande par le gouvernement japonais. Ça, baisse de diffusion, on va dire, baisse de diffusion et propagande, le truc sympathique. Tout est bon, évidemment. Ensuite, post-guerre, ok, on a ça, on a notre ami donc qui s'appelle Osamu Tezuka, je vais y arriver. Ok. En 55, les librairies multiplient les éditions. Ok. 2 ans plus tard, l'univers du manga se diversifie. Le phénomène arrive à son apogée à la fin du XXe siècle. On connaît. Très bien. Ah, le manga et ses spécificités. Le mangaka est un auteur de manga. Alors ça, c'est important aussi. Mangaka, c'est auteur de manga. Le métier est difficilement accessible, oui, ils travaillent comme des chiens. Les rythmes d'édition sont particulièrement intenses et l'illustrateur doit s'adapter aux différentes exigences de son agence. Parfois, les mangaka travaillent ensemble ou avec des assistants pour augmenter leur productivité. En fonction des succès rencontrés, l'éditeur de manga décide de publier l'œuvre dans un tome ou d'arrêter la collaboration. Oui, tout à fait, ok. Si vous vous intéressez à ce métier, n'hésitez pas à lire Bakuman, un manga de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, qui raconte l'orientation de 2 collégiens pour devenir mangaka.
Oui, c'est Bakuman, donc, qui est un manga sympa, qui était adapté en animé aussi. Euh, L'animé est sympa, mais je le dirais plutôt en manga, moi. Je trouve ça plus chouette. Ça va plus vite surtout. Il y a moins de longueur. Et Bakuman, oui, donc Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, c'est ceux qui ont écrit Death Note. Hein. Donc voilà. C'est pas du tout la même ambiance, mais. Donc en France, le manga s'est d'abord fait connaître au travers des dessins animés, à la fin des années 70. Et les dessins animés continuent à booster les ventes de mangas. C'est un peu la consécration de faire des animés. Enfin, la consécration. C'est un peu le passage obligé pour vendre plus de mangas. Hein. Ça fait partie des trucs qui reboostent les ventes à chaque fois. Il faut attendre la publication d'Akira de Katsuhiro Otomo et les films d'animation du célèbre Hayao Miyazaki pour séduire un nouveau public français dans les années 90. Donc il y a quand même l'importance d'Akira. Hein. L'importance d'Akira, je vais noter, parce que le nom de l'auteur, j'avais oublié, de Katsuhiro Otomo. Ok. One Piece, évidemment, qui n'est plus à présenter. Très bien, ça, pas mal. Petite histoire du manga, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, ça, on a vu, donc les Emaki, les Emakimono, ça, j'avais noté aussi, du coup. On est bon là-dessus. Voilà. 1814, que le terme c'est avec Okusai. Donc c'est 1814, en fait. Hein. Je vais mettre 1814. Ah, c'est ça, c'est Charles Wirgman. Mais alors, Charles Wirgman, je l'ai pas... je l'ai perdu dans mes notes. Je sais pas où il est parti. Il était là, puis il a disparu. Ah, mais si, je l'ai. 1861. Ok. En fait, c'est bon, là, on retrouve un peu toujours les mêmes trucs. Il n'y a pas de souci. Le manga en France, Dragon Ball évidemment, hein. Ranma 1,5, ça on est très très bon. Là-dessus on connaît. Ok. Je pense que niveau information, là, on est pas mal. On retombe un peu sur nos pattes tout le temps. Je regarde quand même si dans les autres articles j'ai des trucs un peu différents. Mais voilà, bah, c'est classique, hein. L'ouverture des frontières à l'ère Meiji, qui est créateur du manga, les différents genres, shonen, shoujo, seinen, kodomo, ok, ça on est bon. Écoutez, je regarde le dernier article que j'avais noté sur le sujet, là c'est carrément du encyclopédie wiki. On a un peu plus de détails, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de détails là tout de suite? Je pense qu'on est pas mal. Presse satirique, ça on a vu. Bon là on a vraiment du détail. Ça va être un petit peu too much par rapport à ce qu'on veut faire. Mais Akira, c'est marrant parce que alors il y a deux trucs, parce que Akira c'est plus la diffusion du manga et Dragon Ball, Dr. Slump et compagnie, etc. c'est plutôt la diffusion des animés japonais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même les animés japonais qui ont permis l'édition des mangas en France que l'inverse. C'est-à-dire c'est pas grâce à Akira qu'on a mis des dessins animés japonais, c'est parce qu'en fait il y a eu des dessins animés japonais, de la production en Italie et en France, de la coproduction avec le Japon, que ensuite il y a eu un marché pour le manga papier en fait. Ah c'est ça. Dans les années 80, le seul manga adapté en dessin animé à faire l'objet d'une traduction. Les autres adaptations étaient en fait des studios français afin d'éviter de payer des droits d'auteur. Ok. Donc en 82, il y a Candy qui est publié en France, mais en fait c'est un des seuls. C'est dans les années 90 vraiment que ça a été développé en France, quoi. Ok. Publication de Dragon Ball, d'Akira, etc. Bon, très bien. Ok. Les prépublications, on connaît. Tic, tic, tac. Toujours en noir et blanc. Ok, alors c'est peut-être caractéristique, ça c'est important, c'est des choses qu'on n'a pas trop vues. Peu coûteux, sur papier recyclé.
Ouais, plus d'une centaine de planches, voire plus de 200. Donc ça, c'est un peu dans les caractéristiques. On a souvent 100 à 200 planches par volume. Beaucoup plus que de la BD franco-belge. Qui ont des pages aussi plus grandes, mais... Ok. Il y a le côté sérialisation aussi. C'est-à-dire que... il y a le côté série, en fait. Hein. Ce qu'il y a dans la BD franco-belge, mais la BD franco-belge, il y a des séries, bien sûr, hein, mais il y a aussi quand même pas mal de BD très populaires, style Astérix, Tintin, etc., qui sont pas des séries, c'est-à-dire que chaque BD reprend les personnages, mais dans une histoire différente, en fait. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, il n'y a pas vraiment de fil rouge d'évolution des personnages. Il y a des ajouts de personnages au fur et à mesure des épisodes, mais il n'y a pas, comme dans les mangas, vraiment une histoire qui court, quoi, qui se construit. Alors, de nombreux codes graphiques sont utilisés pour symboliser l'état émotionnel ou physique du protagoniste. Il y a aussi, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a des codes graphiques. Hop là, code graphique pour symboliser l'état émotionnel ou physique. Et qu'on retrouve maintenant partout, hein, qu'on retrouve dans les emojis. Bon, les emojis c'est japonais, mais... l'évanouissement par une croix remplaçant les yeux, effectivement. L'apparition d'une... Ouais, ça c'est City Hunter, l'énorme masse. Onomatopée. Ça, c'est très japonais, hein, les onomatopées, mais on a aussi dans les BD, mais il y en a beaucoup plus encore dans les mangas. Difficile à traduire, d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Ok, les yeux des personnages, les traits aussi. Simplicité de distinguer physiquement entre deux personnages, je ne suis pas toujours à expliquer cet aspect de narration, puisque certains mangas choisissent de donner à tous leurs personnages un aspect purement japonais, sans que cela pose de problème de compréhension de l'histoire. Ok. Bon, bah très bien. Oui, après il y a des mangas sur tous les sujets. Sport, musique, manga historique, manga de baston. Ok. Bon, on a vu un peu le truc. Lemon, c'est fanfiction. Ok, d'accord. Bon. Ok. On va dire que ça, c'est bon. Je pense qu'on a, au niveau histoire... On est pas mal. Alors maintenant, il y a des trucs par rapport à l'animation. Je vais voir. On repasse sur les vidéos. Let's go. Je sens pas là. Oui, mais en attendant, c'est la seule idée d'intro que j'ai, moi. Ouais, mais c'est une idée de merde. Nani ? Regardez les lives, je spoil à peu près tous les sujets à venir. Ok. Alors allons-y, on En toute commence. honnêteté, faut que je vous avoue que personnellement, je ne lis plus de manga depuis le lycée. Et que le seul animé que je consomme, c'est Shingeki no Kyojin, que je vous recommande d'ailleurs. Mais bon, après, ça m'empêche pas de regarder des films d'animation japonais ou de contempler occasionnellement une planche de shonen, de shoujo ou autre. Du coup, je me pose occasionnellement des questions très existentielles sur pourquoi le manga ressemble à ce à quoi il ressemble. Parce que dans le fond, peu importe que vous soyez vous-même consommateur de produits culturels nippons ou non, si je vous montre ça, ou ça, Death Note. vous pensez Princesse Mononoke. manga. D'où vient donc ce look caractéristique? J'ai Eh bien, tout, pour j'ai tout, le j'ai comprendre, tout. Il faut remonter loin, très loin dans l'histoire, au 6e siècle. Le Japon oui. est alors un archipel shintoïste. Mais ses voisins chinois et coréens, eux, voient débarquer une foi venue d'Inde, le bouddhisme. Une partie du Japon est bien tentée par cette nouvelle religion. Ok. Sur ma gauche, les progressistes, partisans de faire table rase de ce qui existait avant, mais de l'intégrer à la nouveauté. Les Coréens qui seuls avaient l'expertise pour le faire, J'avance, et hein, qui parce que apportent là... leur empreinte architecturale, intégrée progressivement dans le paysage japonais. Je D'accord. sais que comme ça, on a l'air très éloigné du sujet des mangas. Bah oui, oui. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il faut bien comprendre que notre conception et notre rapport à l'art d'occidentaux est vraiment très différent du rapport que les Japonais ont à l'art. Par exemple, nous, on fonctionne en mouvement, et donc en rupture, alors que eux, ils fonctionnent en continuité. En Europe, on pense à peu près comme ça. Impressionnisme, paf. Fauvisme, paf.
Cubisme, paf, surréalisme, paf, minimalisme, paf, art contemporain, wow, qu'est-ce qui se passe là, je comprends plus rien. Au Japon, les discontinuités sont moins fortes, y compris entre ceux qui rentrent dans le champ des beaux-arts et ceux qui rentrent dans le champ des arts dits populaires. Vous me sentez venir, hein? Et ouais, on va parler d'estampes. Grand bond dans le temps puisqu'on se retrouve à l'époque Edo, grosso modo en 1600. Jusqu'alors, le Japon était en proie à d'incessantes guerres féodales, mais Edo, c'est la paix. Et qui dit paix, dit enrichissement et développement du commerce. Un commerce qui est surtout intérieur, puisque Edo, c'est aussi une période où le pays se replie pas mal sur lui-même. Ok. Il y a 10% de la population qui vit en ville, l'un des plus hauts taux d'urbanisation à l'époque, s'il vous plaît. Les Japonais ont de quoi faire niveau achat-vente. Bref, les classes moyennes et surtout marchandes s'enrichissent à balles. Du coup, elles ont envie de consommer comme les plus riches. Et qu'est-ce qu'ils consomment, les gens friqués? De l'art, bien entendu. Mais si les classes les plus riches peuvent s'offrir des tableaux, c'est pas encore le cas des classes oui, moyennes. oui, Qui bien la sûr. peinture reste financièrement inaccessible. Du coup, elles vont se tourner vers une forme d'art plus abordable, à savoir les estampes, appelées ukiyo-e. C'est pas spécialement une révolution dans le monde artistique nippon puisque la gravure sur bois y existe depuis le 8e siècle. Mais elle servait alors principalement à la reproduction de textes, les Japonais étant très friands de littérature et surtout de poésie. C'est principalement dans le cadre d'illustrations de poèmes que sévissent alors les dessinateurs. Au XVIIe siècle, grâce à l'invention de la gravure sur feuilles volantes, l'estampe se libère enfin du joug de la littérature. Les ukiyo-e se vendent comme des petits pains. Et on voit alors émerger des grands noms de cet art comme Hokusai. Hokusai qui en 1814 sera d'ailleurs le premier à réaliser ce qu'il appelle un manga. Même s'il s'agit en fait d'un carnet de croquis Ok. de bande dessinée, lorsque celle-ci est introduite au Japon. J'avance un Et peu. comment est-ce qu'elle est introduite au Il y a Japon? encore plein de trucs à regarder. Eh bien, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas exactement bien terminée pour le pays. Suite à sa défaite, le pays est occupé par l'armée américaine et les GI en profitent pour y apporter leur loisir de prédilection, les comics et les cartoons made in Disney. À nouveau, l'art japonais embrasse ses influences extérieures et intègre la forme des comics et les personnages aux grands yeux de Walt. Après, faudrait pas non plus penser que tout n'est que repompage. Par exemple, si je vous dis visage de forme simplifiée sans modeler, vous pensez à ça? Ouais, bah c'est aussi ce qui caractérise les visages des Bouddhas au 6e siècle. T'as vu comment j'ai bouclé la boucle? Mais si on doit résumer grossièrement, on peut dire que le manga est un doux mélange entre la tradition japonaise de l'ukiyo-e et le dessin made in USA. Les traits des visages sont très simples et les décors sont riches. Il s'agit d'une forme d'art populaire faisant intervenir différents corps de métier et le résultat intègre texte et images. Ça, c'est l'héritage de l'estampe. D'un autre côté, on a des traits occidentaux accentués, voire caricaturaux, même si ce n'est pas toujours le cas, des reliures en album et des bulles de texte, ça, c'est l'héritage de l'occupation américaine. Le but premier de la vidéo, cela dit, c'était avant tout de vous parler d'un rapport à l'art non occidental, parce que quand on étudie l'histoire de l'art, on a tendance à être vachement ethnocentré. Or, cette manière très nippone On étudie plein de trucs, on a tendance à être ethnocentré. comme la peinture. Et l'histoire de l'art occidental a tendance à s'en foutre royalement de la peinture moderne nippone, parce qu'elle ne serait que pur repompage de notre peinture à nous. Penser comme ça, c'est assez prétentieux, je trouve. Genre, il voudrait forcément repomper notre merveilleusement magnifique art, et c'est faire montre d'un certain manque d'ouverture d'esprit, désolé, mais le cas du manga nous prouve bien qu'il ne s'agit pas pour les japonais de copier, mais bien d'intégrer leur propre histoire de l'art dans c'est une quand nouvelle même, continuité. Et voilà qui conclut ce petit retour sur les origines artistiques du manga. J'espère que ça vous a plu. Ok. C'est un épisode sur la peinture japonaise moderne. Très bien, merci pour cette petite vidéo. Pas mal. Ok, on a appris d'autres trucs parce qu'il y avait le lien avec l'art, c'est pas mal. Maintenant, moi, ce que je voulais faire, c'était aussi voir le côté animation. Alors, avant d'aller sur le côté animation, j'ai des articles, notamment sur les codes du manga. Alors, hop, les codes du manga. Et du coup, comme on va se faire 2-3 articles là, je vais mettre un peu de musique de fond pour être un peu plus en ambiance chillax. Un petit... qu'est-ce qu'on se met un petit lofi. C'est parti. Tac. Non, c'est pas bon, pardon, excusez-moi. On est parti. Si je clique pas au bon endroit, ça marche pas. Let's go. Alors, je regarde si c'est pas trop fort pour vous. Très bien. Donc, les codes graphiques du manga. Ça m'intéresse aussi parce que, en fait, j'ai jamais trop creusé le truc, mais je sais qu'il y a des histoires de coiffure, de couleur de cheveux, voilà, il y a des codes aussi, apparemment. Alors, couleur de cheveux, on ne les a pas dans les mangas, on les a dans les animés après, mais voilà. Comme les webtoons, donc les webtoons, c'est l'équivalent l'équivalent en ligne des
Enfin, c'est les manhwas en ligne. En fait, les manhwas, c'est les mangas coréens, si vous voulez. Voilà, et donc en ligne, avec la diffusion, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien sûr, parce que bon. Ok, couleur, décor et sens de lecture. Avant toute chose, le manga avec un sens de lecture de droite à gauche. C'est vrai que je ne l'ai pas noté, ça me paraît tellement évident, mais c'est vrai que on a ça, un sens de lecture droite à gauche. D'ailleurs, dans les années 90, les mangas étaient publiés dans le sens de lecture occidental. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des images miroirs de toutes les pages pour qu'il y ait la logique, parce que quand vous avez une page où l'action commence à droite dans les bulles, il faut lire de droite à gauche, de haut en bas, ou des fois de droite à gauche. Si vous mettez juste un sens différent, ça marche pas, parce que vous avez une page qui va se retrouver, les deux pages côte à côte, elles vont pas être dans le bon sens. Donc on inversé toutes les pages, sauf que des fois, il y avait des problèmes du coup de désigner la droite, la gauche du personnage, du coup ça marche pas, il fallait changer les traductions. Des fois aussi ça change un petit peu graphiquement les choses, donc c'était pas tout à fait adapté, et on est passé, et d'ailleurs comme ça ils se faisaient moins chier les éditeurs, à la publication de droite à gauche, même avec un sens de lecture d'origine, mais avec du texte français maintenant, donc ça c'est cool. Ça s'est fait fin des années 90 de mémoire. Bref. Donc, dessin en noir et blanc, ça c'est lié aux restrictions budgétaires. Ok, et sur du papier recyclé. Travaillant sur les nuances de gris, le succès que certains noms rencontrent à cette époque, malgré l'absence de couleur, convainc les éditeurs à conserver ces choix graphiques, qui fait d'ailleurs aujourd'hui partie intégrante de l'identité du manga. Il n'y a pas la colorisation, mais ça permet aussi de produire plus vite, et effectivement, il y a tout un travail sur la lumière avec les nuances de gris, quoi. Propre système de publication, effectivement, on a les pré-publications. C'est vrai que ce système-là, il n'existe pas trop dans les BD, il n'existe pas dans les BD françaises. Ça, c'est plus la diffusion, on a un système de pré-publication. Toujours, en fait, on publie pas directement un manga, en fait. Alors, il y a des mangas français maintenant, et eux, ils sont publiés direct, je crois, mais ouais. Voilà. Et en France, ces mangas sont directement publiés sous forme de tankobon. Le tankobon, c'est donc le volume. Voilà. Voilà, tout simplement. Ah oui, en fait, ça évolue avec quand ils engagent des assistants. Visuel des personnages. Des codes visuels qui sont ça qu'on voulait voir. Les grands yeux, popularisés par Osamu Tezuka, évidemment, toujours. Hein. Ouais, il s'inspirait de Disney. En fait, les grands yeux sont inspirés de Disney. Voilà, donc comme quoi, hein, c'est aussi quand même une... Alors même s'il y avait des mangas avant, en fait c'est après la guerre, quoi. Après World War II. Je le note comme ça, c'est plus simple. Ok. Il n'y a pas que ça. La bouche, les dents, mais aussi les bras, la tête et les jambes peuvent avoir des proportions complètement absurdes. Hein, c'est en train de faire. Alors ça, c'est vrai aussi dans la BD occidentale, dans la caricature, en fait. Hein. Les yeux en croix, ok. La goutte sur la tempe. Alors, on va noter comme ces trucs-là, parce que les yeux en croix, mort, évanouissement. On a la goutte, bien sûr, la fameuse goutte, hein, goutte sur la tempe. Embarras ou tension. Rivière sur les joues. Larmes. Ok. Touche d'humour dans les scènes sérieuses, oui, effectivement. Et effectivement, découpage mouvement en onomatopée. Non seulement les onomatopées permettent d'illustrer un son ou un état d'esprit, mais elles contribuent également au rendu global du dessin. D'ailleurs, les traducteurs français de manga choisissent souvent de conserver les onomatopées japonaises, quitte à indiquer leur sens en plus petit en dessous.
Full Metal Alchemist. En outre, le manga utilise souvent un découpage cinématographique avec plusieurs plans sur une même scène. Ok, on a aussi le découpage cinématographique. Découpage cinématographique est important. Case oblique, ok, illustration des mouvements. Ouais. Mouvement très parallèle là. Enfin, parallèle. Parallèle, pas vraiment parallèle, mais bon, c'est pas très grave. Alors, ligne parallèle. Attendez, j'ai un petit souci de prise de notes là, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Voilà. Ok, ça on connaît. Alors, Manga vs Webtoon, ça m'intéresse pas trop parce que c'est le défilé. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. On avance. On avance sur les codes. La couleur des cheveux. Alors, est-ce qu'on a un truc vraiment sur la couleur des cheveux? L'un des traits les plus marquants des personnages de manga et d'anime surtout réside dans leur chevelure autocolorante. Mais combien de tonnes de gel de spray autocolorant faut-il à nos personnages préférés pour atteindre ces résultats souvent assez époustouflants? L'origine des coupes très spéciales. Ah, ça m'intéresse. Est-ce qu'on va avoir une réponse? Comment reconnaître un personnage papier du premier coup? En effet, capital pour le capital sans eau. Pour le dessinateur, tout comme pour l'animateur, de permettre à son public de reconnaître les personnages d'un seul coup d'œil. Et quoi de mieux pour se faire qu'une chevelure colorée, abondante et savamment mise en forme, avec des formes et des lignes claires, et différentes d'un personnage à l'autre. Il est facile de distinguer les divers protagonistes, et ceux même s'ils sont très petits, n'apparaissent que sous forme d'ombre chinoise. Le caractère dans les cheveux. Ah, ça c'est pas mal ça. Ok, alors attendez, j'essaye d'organiser ma mind map. Le caractère dans les cheveux. Alors, tac. Les couleurs ont une signification en Asie. La teinte des cheveux peut alors servir à souligner des caractéristiques ou des traits de caractère propres au personnage. Lumière, feu, bleu. Alors ça c'est plus pour les pouvoirs, mais ça dépend des mangas. Le sens de la couleur des cheveux provient en partie des symboliques de couleur chinoise, mais aussi de nos traditions occidentales. Ok. Une communication qui varie selon les genres. Bien évidemment, l'utilisation de cette méthode de communication va varier suivant les auteurs et les genres. Ainsi, on trouvera des coiffures les plus délirantes dans les animés pour enfants, les comédies ou encore les fantaisies. La fantasy. Alors au contraire, celles-ci se raréfieront lorsque les séries deviennent plus sérieuses, plus proches de la réalité quotidienne, ou simplement un peu plus anciennes. Donc cheveux, c'est en fonction des séries, quoi. En fonction des séries et types de manga. Ok. Donc ça ne donne pas vraiment de... Ouais, donc ça, ok. Ok, on retrouvera également ces techniques pour un personnage. Ces cartons dans standard, quasi étrange à notre monde, avec Rei dans Neon Genesis Evangelion. Alors, voilà les couleurs. Cette présentation ne peut être exhaustive et s'appliquer stricto sensu à tous les personnages de ce vaste riche monde que constitue l'animation du Pays du Soleil Levant, mais elle devrait normalement vous permettre de réaliser un petit tour d'horizon. Les chevelures noires, c'est la normalité. Série sérieuse, etc. Donc, alors attendez, parce que là, du coup, on a un vrai truc. Donc, le noir. Le noir, normalité, calme, série sérieuse. Ouais, c'est la normalité, en fait. Alors, attends, saga... c'est apparaissant avec des cheveux noirs lorsque le bien prend le pas sur le mal, symbolisé par des cheveux blancs. Ok, très nombreux usages possibles pour la couleur noire. Il ne faut cependant pas se cantonner le noir au personnage passif. Et bien d'autres. Ok, cette couleur est également souvent un moyen de distinguer les japonais des étrangers.
Malgré tout, vous l'aurez compris, de par le fait que le noir soit la couleur standard des cheveux japonais, les personnes aux cheveux de jet sont très nombreux, possèdent des caractères très divers. Ok. Les chevelures brunes. Brun à l'image du noir est une couleur de cheveux très standard qu'on retrouvera au Japon. Ok. Les personnages calmes. Encore une fois, bien d'utilisation possible. Malgré tout, ils sont exagérés. Couleur de la vie courante au Japon. Ok, donc noir, on va dire noir et brun, c'est quasiment la même chose en fait. Hein. Noir et brun, c'est la même chose. Les chevelures blondes. Ah, qu'est-ce qu'on a avec les blonds? Qu'est-ce qui se passe avec les blonds? Les blonds. Alors, les blonds, ça donne quoi? Une couleur naturelle mais exotique. Ok, c'est pour le public occidental. L'étranger, ok. Étranger. D'éloignement du monde où est censé se dérouler le récit. En tout cas, de se dégager des conventions et traditions de la civilisation japonaise. Les blonds placés sous le signe du soleil et de la vie ont souvent le bon rôle. Héroïne de l'aventure. Alors, ok, donc étranger, héros, chaleur, vie. Ok. Peut-être aussi la princesse qui tombe du ciel. Ah, fleur bleue, naïf aussi. Ok, d'accord. C'est un personnage positif en tout cas. Positif. Ok. Les roues. Les roues Kmout. Les roues, qu'est-ce que ça donne? Tempérament de feu. Dans la tradition des cheveux roux, sont le symbole d'un tempérament de feu. Ok. Cette couleur semble également très appréciée des sorcières. Au Japon, le rouge est la couleur du feu et du soleil. La vitalité, le dynamisme. Croquer la vie. Il faut que les personnages aux cheveux roux soient super actifs, voire agressifs. Ok. Donc c'est vitalité, voire agressivité. Toute la vie a leur objectif. Tempérament vif, passionné. Passion, ok. Cherchez le rouge. Les chevelures vertes. Les chevelures vertes. Ça donne quoi les chevelures vertes? Alors les chevelures vertes, allons-y. Je note les cheveux verts. Vraiment impossible de trouver dans la nature. Oui, ah, ça c'est sûr. De ce fait, sans doute, il est relativement difficile de trouver des personnages aux cheveux verts dans les animés favoris. Il existe pourtant quelques-uns. Loyaux, parfois jusqu'au sacrifice. Donc par exemple dans My Hero Academia. Hein. Le vert souligne un caractère actif voire agressif, mais également souvent en retrait. Okay. Bulma c'est turquoise, mais pouvant aller jusqu'à enfermer sur lui-même. Shun Saint Seiya. Le vert suggère également la nature. Donc ouais, ok. Nature. Loyauté. Sacrifice. Retrait. Ok. Les chevelures bleues. Les cheveux bleus. Ça donne quoi? Froid et glace. Naturellement froid. Ok. Donc c'est plutôt froid. Alors, le bleu foncé. Ok, jeunesse. Le mot signifiant jeunesse s'écrit avec des kanji signifiant bleu et année. Ok, d'accord. Ah, à vérifier tout de même. Je note cela que le bleu est la couleur de l'eau et du vent. Et nous aurons l'explication de la deuxième catégorie des personnages aux cheveux bleus, les personnages actifs tirant leur énergie de la nature. En général, le bleu se fait alors plus foncé, qui rend presque au violet. Ok, donc bleu clair. Bleu clair, c'est froid. Distant. Alors que le bleu foncé, c'est jeunesse. Et vitalité aussi. Ok. Et le violet. Oui, mais ça c'est pour nous, ça on s'en fiche des occidentaux. Alors, jeunesse et vitalité. Ouais, c'est un peu la même chose que le bleu foncé en fait. Ouais, donc en fait, on va dire que bleu foncé et violet c'est un peu same shit quoi. Ok. Ah, les cheveux roses.
Rose, le rose. Naïveté. Enfantin. Voire immature. On a ça dans... comment il s'appelle le personnage principal de Jujutsu Kaisen? Je ne sais plus, mais voilà, c'est le héros de Jujutsu Kaisen, c'est ça, c'est les cheveux roses, et ça, effectivement, ça fonctionne assez bien. Ok. Les chevelures blanches, bah oui, c'est vrai qu'on a pas parlé des cheveux blancs. Les cheveux blancs. Bon, alors les vieux. Ah, c'est les démons aussi. Démons, force, violence, et puis âge aussi. Des demi-dieux. Des guerriers maléfiques ou des vilains suprêmes. Ok. Lorsque le mal prend pas sur le bien. Et nos amis chauves. Je crois que je fais des fautes de... Je crois que je fais des fautes d'orthographe dans mes notes, ça va pas du tout. Ok. Et les chauves, ça donne quoi? Ça donne quoi les chauves? Les chauves. Tradition bouddhiste. Chauve, discipline, loyauté, force. Ok. Bon, ouais, pas mal. Là, c'est cool parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. C'est ce que je voulais là sur les Vush. J'avais pas ces infos là et je me posais toujours la question parce que j'avais entendu dire que effectivement il y avait une logique là-dedans. Donc c'est pas mal. Je suis assez content d'avoir pu lire cet article. Très bien, on continue toujours pour les mangas, l'histoire. Alors là, du coup, c'est plutôt de l'animé. C'est plutôt les animés, mais bon. Un petit focus sur le shonen manga, peut-être? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Enfin, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans le détail de ça? On retrouve l'histoire du manga. Ok. Ouais. Bon, là, c'est très poussé. Hein. Spécificité shonen. Oula. C'est de l'art, bien sûr. Le fanservice, on était sur le fanservice. Hein. Ok, bon, bref. Ouais. On va pas aller plus loin là-dessus. Alors, maintenant, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir aussi un petit peu les genres. On va revoir après. On va d'abord se faire un petit focus sur l'animation.